Eh ben, écoutez, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir le général Touac. Donc, vous êtes le commandant de la com cyber EMI. Bienvenue. Merci. Je vous propose qu'on fasse un peu, ça va devenir notre fabrique. Donc, on refait un petit parcours sur comment vous en êtes arrivé là. Et après, on reviendra sur des exemples un peu plus concrets de ce que vous pouvez vivre au quotidien. Donc, vous avez commencé par une formation à l'armée de l'air, c'est ça, à l'école de l'aviation de l'air. Et après, vous avez bifurqué. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, au niveau de la gendarmerie, comment ça s'est fait Oui, alors c'est vrai que j'ai commencé ma formation initiale à l'école des officiers de l'armée de l'air et de l'espace aujourd'hui, en 1994, donc il y a bien longtemps maintenant, avec l'envie de servir, l'envie d'intégrer les forces armées. Le milieu de l'aéronautique me plaisait énormément, donc c'est la raison pour laquelle je me suis engagé au sein de l'armée de l'air. Et ensuite, comme je ne pouvais pas être pilote de chasse, enfin pilote tout court, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de bifurquer au sein de la gendarmerie, servir les forces armées d'une manière différente, un milieu militaire. Et comme je le dis souvent, être proche de la chose publique, la res publica, qui est toujours quelque chose qui m'a beaucoup attiré. Donc, vous avez fait quand même 2 ans dans cette école et après, vous avez bifurqué, c'est ça? Exactement, j'ai fait 2 ans à l'école de l'air et ma 3e année, je l'ai faite à l'école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun. Et ensuite, j'ai fait toute ma carrière opérationnelle au sein de la gendarmerie nationale. Ok. Et justement, comment on se projette jeune à rentrer dans l'armée de l'air ou par la suite dans la gendarmerie? Est-ce qu'il y a un parcours familial, une histoire comme ça? Qu'est-ce qui motive? Alors, pour beaucoup de mes camarades, c'est le cas. Pour ma part, ce n'est pas le cas. Je n'avais qu'un oncle qui était adjudant de l'armée de terre, mais c'est pas lui qui m'a inspiré cela. C'est en classe préparatoire, quand j'étais en maths sup et en maths spé, je voulais donner du sens. Je ne voyais pas ce que faisait un ingénieur classique, peut-être à tort, je ne sais pas. Et en fait, je souhaitais vraiment servir au sein des forces armées. Pour moi, je l'imaginais comme étant le fait d'avoir des responsabilités, de les assumer, le fait de souvent changer de poste aussi, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, toujours intéressé, de se remettre en question finalement. Alors, c'est pas l'apanage du milieu militaire, mais c'est quand même quelque chose d'ancré. Et le fait de l'aventure humaine avec des hommes, des femmes au service de la France et au service de la population. C'est quelque chose qui m'a nourri, surtout en classe préparatoire finalement. C'est vraiment là où je me suis convaincu de vouloir faire cela. Et d'ailleurs, si je n'avais pas intégré d'école militaire, mon ambition c'était de faire professeur de mathématiques éventuellement. Ah oui, ok, Donc aucun vraiment, rapport aucun rapport, mais si, il y a un rapport pour moi, c'est l'envie de ou de s'engager et de transmettre. servir et de transmettre, voilà, au bénéfice des autres. Voilà. C'est ça qui m'a animé, voilà, et c'est ce que j'essaye de faire depuis plus de 30 ans maintenant. Donc, et au final, donc, vous rentrez dans la gendarmerie. La gendarmerie, on a quand même la vision de... c'est donc le pendant de la police, mais en province. Il y a de l'action, il y a de la réflexion. C'était quoi les débuts de vos classes? Qu'est-ce que vous avez fait en premier lieu? Est-ce que vous avez des histoires peut-être un peu marquantes? Ah, des histoires marquantes, évidemment, on en a énormément. Notre métier et celui surtout de nos gendarmes qui sont sur le terrain au quotidien nous amène quand même à voir parfois les côtés un petit peu difficiles de la société. On en retient quand même les choses formidables, même s'il ne faut pas oublier. Alors permettez-moi d'avoir un petit clin d'œil aujourd'hui, enfin un clin d'œil, une pensée surtout et une mémoire à avoir demain. Ça fera 6 ans qu'une gendarme que j'ai eue sous mes ordres, alors je n'étais plus en poste à ce moment-là, mais est décédée, la major Mélanie Lemay, à 25 ans, percutée par un délinquant de la route sur un refus d'obtempérer. C'était le 4 juillet 2020. Donc, vous voyez, ce genre de Ouais, choses. c'est pas si récent que ça, les refus Non, mais d'obtempérer. voilà, on s'en souvient. Donc, il y a ces événements-là. J'ai aussi perdu un ami qui était comme un frère pour moi à l'école de l'air, qui s'est crashé en Mirage 2000 en 2003. Donc, vous voyez, la vie professionnelle est aussi marquée de ce genre de choses. Et ne jamais les oublier et surtout honorer leur mémoire par notre service au quotidien. Alors les bons souvenirs, évidemment, il y en a beaucoup sur le terrain. C'est souvent des souvenirs opérationnels finalement, même si on reviendra sur le numérique et sur le cyber, mais bien évidemment que c'est très utile, mais nos souvenirs les plus forts sont des souvenirs opérationnels. L'un des plus beaux pour moi, c'est d'avoir retrouvé, quand j'étais à Grenoble, un petit... Enfin, retrouvé, pas que moi, l'ensemble des forces évidemment déployées, sous l'autorité de mon commandant de groupement à l'époque. Retrouver un petit garçon qui s'était perdu dans la montagne, enfin qui avait disparu, on ne savait pas s'il avait été enlevé ou disparu, Ok. en septembre, et qui a passé une nuit, un enfant de 3 ans, et vous retrouvez le lendemain Ah oui. à midi vivant, cet enfant déjà rustique, parce qu'il a passé la nuit dehors au mois de septembre en montagne, c'est pas facile. Et ça, c'est un souvenir exceptionnel parce que voilà, c'est le sens de l'engagement, c'est de sauver des vies parfois,
et de voir une famille qui retrouve son enfant. Et on a aussi souvent cette vision, alors, propre à l'armée, mais à la police, à la gendarmerie, de frères d'armes, de fraternité, de force et honneur. Souvent, un adage qu'on entend. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a justement motivé, qui est ancré en vous? Comment Bien sûr, bien sûr. Je crois que de grands chefs militaires ont souvent dit cela. Je traduirais la chose suivante. Ce que l'on doit à nos gendarmes, à ceux que l'on commande, on leur doit la sécurité maximale. C'est-à-dire que notre action au quotidien, c'est de tout mettre en œuvre pour qu'ils puissent agir dans les meilleures conditions possibles de sécurité. C'est un métier qui est évidemment dangereux tous les jours pour les gendarmes, pour les policiers, pour nos camarades des autres forces armées. Ce que l'on leur doit, c'est nous, de notre côté, tout mettre en œuvre pour que les moyens et la sécurité leur soient donnés au mieux pour les protéger au quotidien dans l'exercice de leur mission. Et la solidarité, la mobilisation est évidemment ancrée. C'est pour ça que je voulais avoir cette pensée émue, parce que c'est très particulier quand il y a des moments difficiles et on les surmonte par cette cohésion, et ne jamais oublier, encore une fois, ceux qui sont tombés pour Justement, le service. vous percevez cette évolution depuis 30 ans, où vous avez commencé votre carrière, et aujourd'hui, où vous atteignez l'un des plus hauts grades, si ce n'est le... C'est quoi votre vision de l'évolution de votre métier, peut-être de l'écoute aussi, du politique, et de la société, et de la perception qu'on a de la gendarmerie? Alors, j'ai tendance à toujours vouloir être optimiste, comme disait Winston Churchill, disait, l'optimiste, c'est la personne qui voit dans chaque difficulté une opportunité, le pessimiste, c'est le contraire. Le côté positif, par exemple, même si la société, évidemment, est plus violente, évidemment, les rapports entre les personnes, les incivilités du quotidien, quand on vit sur la plaque parisienne et qu'on conduit, on voit bien la façon dont les gens se comportent. Donc ça, c'est un peu triste, évidemment. Mais par exemple, dans les écoles, même si ce sont toujours des tragédies qui font cela, il y a 30 ans, sans doute que la relation entre police, gendarmerie et le monde scolaire n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une vraie association, on comprend tous qu'on est embarqués, dans la même cause, et pour mieux former d'un côté, protéger de l'autre, et que c'est un tout. Je pense que notre défi collectif, c'est de remettre ces valeurs républicaines au centre du débat, parce que c'est ce qui fait cohésion dans notre pays. En ces moments festifs, par exemple, on sait qu'on va avoir beaucoup de nos drapeaux qui vont être dans la rue parce que l'équipe de France joue à l'autre bout du monde, et c'est très bien. Pour entretenir ce côté cohésion nationale, et donc j'essaie de le voir positivement, même si évidemment que la société est plus dure, la société est plus violente d'une certaine manière. On le voit dans les agressions au quotidien des policiers, des gendarmes. À nous de garder sang-froid, de protéger nos personnels, et de prendre conscience de cela, évidemment, dans le quotidien. C'est jamais anodin quand un gendarme, un policier ou un pompier intervient sur quelque chose qu'il va découvrir en arrivant. Okay. Et justement, alors je fais un petit parallèle pour comment on passe donc de formation de l'armée de l'air, gendarme, pour arriver sur une transition cyber. On reviendra sur le rôle du com cyber, mais c'est quoi le déclic? Et en plus, je me mets 30 ans en arrière. Alors, j'ai 36 ans, donc à 6 ans, j'étais encore un petit enfant, mais j'ai souvenir quand même qu'en élémentaire, sur la fin de mon élémentaire, donc je devais avoir une dizaine d'années, et c'était l'apparition des premiers ordinateurs, d'Internet, en tout cas dans le foyer. C'est quelque chose qui était plutôt de l'ordre de l'exceptionnel. À quel moment vous avez ce déclic? C'est quoi? C'est une opportunité? Quelqu'un vous en parle? Ou c'est vous-même qui avez déjà une appétence de par votre formation peut-être? Alors, au sein du milieu militaire, je vais vous apprendre quelque chose. Le statut des officiers des armées en général, pas spécifiquement la gendarmerie, c'est que nous sommes mutables, ce qu'on appelle en tout temps, en tout lieu, dans l'intérêt du service. Et l'intérêt du service, c'est quelque chose qui est ancré chez nous. Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas maître de notre carrière. Vous êtes appelé. Voilà, on est muté dans le sens noble du terme pour occuper des fonctions différentes. On ne les choisit pas toujours. Alors bien sûr, nous émettons des vœux, c'est pas quelque chose qui ne se fait pas en discussion. Mais disons que dans le numérique, pour revenir à cela, parce que c'est le numérique au départ, vous avez raison, le cyber est apparu après. Non, on est venu me chercher, me proposer, parce que nous sommes quelques officiers scientifiques, puisque nous avons aussi énormément de camarades juristes ou formation littéraire. Et la gendarmerie, depuis très longtemps, depuis plus de 30-40 ans, avait investi sur 2 domaines dans le numérique. La police technique et scientifique avec l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale,
et vous aviez la numérique classique, la sous-direction télécom et informatique. En fait, on est venu me chercher, pour être tout à fait sincère au départ, pour travailler dans la police technique et scientifique, mais les postes qui pouvaient m'intéresser, comme quoi on a une part de choix, n'étaient pas disponibles. Et donc, du coup, on m'a orienté vers le numérique, mais orienté en mode, j'avais le choix de choisir un petit peu, mais on m'a remis quand même. La seule chose, si vous voulez, ce qui est important de considérer, c'est que je pense que je n'aurais pas fait ce choix-là si je n'avais fait que cela durant ma carrière. Je suis venu dans le milieu militaire pour commander, pour avoir des postes sur le terrain. Je vous ai évoqué tout à l'heure, les souvenirs qu'on a, ils sont souvent des souvenirs opérationnels, heureux ou malheureux. Et c'est cette alternance de postes. Ma carrière a été une alternance entre le numérique d'un côté et l'opérationnel de l'autre. Donc je ne l'ai pas choisi au départ, mais c'est complémentaire. Et vous savez, la carrière d'un officier comme moi, qui rentre jeune, elle n'est pas qu'opérationnelle. Elle est une alternance de postes opérationnels et de postes dans l'administration centrale. Pour ce qui est mon cas, ça a été dans le numérique par rapport à ma formation initiale. Et pour mes camarades... Justement, le distinguo entre la police, le côté scientifique et numérique, j'imagine peut-être scientifique, c'était les scènes de crimes, de braquage, relever ce genre de choses. Numérique, qu'est-ce qu'on met derrière de différent ? Ce qui est différent, c'est que... alors déjà, j'ai commencé en gendarmerie mobile. Vous savez, les escadrons de gendarmerie mobile, qui sont l'équivalent, ou le pendant, on va dire, des CRS pour la police nationale. Donc au début, on est jeune, on apprend le maintien de l'ordre. Ça permet aussi de découvrir les territoires ultramarins, ce qui est une expérience exceptionnelle, de pouvoir aller en Nouvelle-Calédonie, de pouvoir aller en Guadeloupe pour ce qui me concerne. Découvrir aussi... une île magnifique qui est la Corse, dans le cadre du travail évidemment, mais c'est aussi des rencontres assez exceptionnelles. Après, la différence, le numérique, si vous voulez, c'est que dans le numérique, ce que l'on va tenter de développer, avec l'expérience aussi du terrain, on y reviendra peut-être, mais l'alternance de poste permet de se dire, j'ai été sur le terrain, je me dis, tiens, il manque ça, ou en tous les cas, ceci, on pourrait l'améliorer, ou le process métier, finalement, il est celui-là, numériquement, il n'est pas satisfaisant. Vous allez basculer dans le numérique et vous allez tenter, avec une équipe, de mettre en place des choses qui vont changer le quotidien positivement de vos gendarmes. Donc l'avantage, c'est d'avoir cette double casquette, si vous voulez, ou képi pour ce qui nous concerne, entre la connaissance du métier, votre expérience terrain et la remontée sur le... Et les compétences techniques et scientifiques qui vous permettent de faire le lien entre les deux. Et c'est sans doute pour ça qu'on a continué à développer cette filière, filière pour les officiers comme pour les sous-officiers, de profils à double compétence, à la fois technique et en même temps opérationnel. Je vous taquine un peu avec ce que vous venez de dire, parce que c'est... vous avez le droit de ne pas répondre. Allez-y, je vous en prie. Mais c'est typiquement le genre de choses qu'on peut entendre comme reproche à certaines institutions, je ne vais pas en citer, où parfois on peut avoir que des personnes qui vont être dans la théorie et pas assez dans la pratique, et donc qui peuvent être éloignées de la réalité des choses sur l'efficacité et la mise en place par la suite de process. Est-ce que... Non, je vais pas. Non, je vais pas. Je cite personne pour pas faire. Non, mais de toute façon, moi, je ne porte pas de jugement sur d'autres institutions que je connais pas. Je vais parler de mon expérience. La richesse de notre institution, c'est sa diversité de recrutement au départ. Nous avons un recrutement à la fois d'officiers, ce qu'on appelle officiers directs, comme moi, comme plein d'autres qui rentrent directement officiers, venant soit de Saint-Cyr, soit de l'école de l'air comme moi, on est minoritaire, Polytechnique, l'école navale. Nous avons aussi des universitaires qui viennent plutôt du milieu juridique. Mais nous avons aussi notre recrutement interne. La gendarmerie, 2/3 de ces officiers, je crois, sont du recrutement interne, au moins, donc des sous-officiers qui passent les concours. Et toute cette diversité, tout ce panel, nous permet ensuite, si vous voulez, d'avoir la bonne ressource pour occuper le bon poste, si j'ose dire. Donc je dirais, je n'ai pas encore une fois, ni de jugement, ni de recul sur les autres. Je pense quand même que deux choses. La diversité du recrutement initial est une vraie richesse, comme on peut faire le parallèle avec une société. La diversité, c'est quand même ce qui apporte une richesse, parce que vous avez des expériences de vie, des expériences professionnelles ou des compétences différentes. Et la deuxième chose, c'est vrai, c'est cette alternance de poste. Sans doute qu'une des forces du milieu militaire, c'est de pouvoir affecter les gens, même s'ils ne le choisissent pas, au poste où vous en avez le plus besoin. Je pense que pour notre institution, c'est quelque chose de fondamental. Alors, c'est pas facile, parce que c'est l'équilibre avec la vie aussi personnelle, parce qu'il faut... Oui, si vous êtes muté d'une ville à une autre, pour votre compagne ou les enfants... Voilà, le conjoint ou les enfants, au début, c'est plus facile parce qu'on est souvent seul, donc on raisonne un petit peu facilement. Et je dis souvent, d'ailleurs, aux jeunes candidats officiers, pour avoir fait des jurys de concours plusieurs fois, pensez à votre vie familiale, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai la mobilité, je peux aller n'importe où, j'ai pas de problème. Oui, mais
Demain, ça sera un petit peu différent. Donc, c'est un équilibre qui est toujours difficile à trouver, mais je pense que c'est une force qui nous permet, encore une fois, d'avoir une diversité de talents et on peut les mettre plus facilement, les affecter plus facilement là où on en a besoin. Et pour le coup, comment, donc, de ce que je comprends, vous avez passé différents concours en Oui. interne pour monter les échelons. Comment on arrive à votre poste? Qu'est-ce que, si demain je rentre dans la gendarmerie ou peu importe, dans une institution, c'est quoi un peu peut-être le petit tips ou le conseil que vous partagerez pour arriver à ce niveau-là? Le conseil que je dirais, c'est qu'il faut le faire avec passion, avec engagement, sans se soucier justement de la carrière. Voilà. Je le dis souvent sur la ligne de départ. Bon, l'âge auquel vous rentrez est quand même un élément important parce qu'évidemment, plus on rentre jeune, plus on a de chances d'avoir entre guillemets de l'allonge pour pouvoir arriver en haut. Après, il faut passer les étapes. Mais je pense qu'il y a aussi une part de chance. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a une part de chance parce que les événements, qu'ils soient heureux ou malheureux, vous permettent parfois de montrer que vous êtes capable de faire les choses. Mais je pense que c'est l'engagement, la passion et les aventures humaines. C'est-à-dire qu'il faut aimer les gens dans notre métier. Il faut aimer les gens, il faut aimer la population que l'on protège, il faut aimer les subordonnés que vous avez sous vos ordres, il faut aimer vos collaborateurs, s'intéresser à eux. Ça ne veut pas dire être bienveillant, j'aime bien le mot, ce qui ne veut pas dire ne pas être un chef. Un chef, je dis toujours, c'est quelqu'un qui doit décider. C'est la qualité première du chef. Et parfois, il doit décider de choses qui ne vont pas satisfaire les gens. Ça s'accompagne. Et pour autant, le lendemain, il faudra continuer à travailler avec eux comme si vous leur aviez dit oui, en fait. Et c'est toute la difficulté, mais c'est aussi la noblesse du poste. Donc, je pense qu'il faut surtout être désintéressé de tout cela. Ça ne veut pas dire manquer d'ambition. Ça veut juste dire que ce n'est pas ça qui doit guider votre carrière. On fait un métier passionnant. La carrière, elle suit. Après, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Mais bon, quand on fait le bilan de 30 ans après, je n'ai pas à me plaindre de tout ce qui s'est fait. Voilà, donc le conseil, c'est surtout le vivre avec passion et désintérêt, servir l'intérêt général, la population, et puis les choses, elles viendront. Les choses, elles arriveront. Naturellement, elles viendront. Ça se ressent peut-être. Oui, et puis vous savez, je pense sincèrement les choses. Je pense que quand on rentre dans notre institution, enfin en tous les cas, c'était mon cas, je vous dis, je ne suis pas de milieu militaire, je ne me projetais pas 30 ans plus tard. Mes hommes, au départ, dans un bus, on est dans un bus au départ, me disaient « Ah, mais attends, vous allez finir à tel grade ». Bon, je lui dis « Vous savez, je ne m'en préoccupe pas pour deux raisons. La première, c'est que c'est pas pour ça que je me lève le matin. Et la deuxième, c'est que quand vous avez 23 ans, vous ne vous projetez pas 30 ans plus tard, en fait. Vous voyez, même vous disiez « J'ai 36 ans ». Voilà, on n'a pas envie de se dire « Tiens, quand j'aurai 50 ans, qu'est-ce que je vais être ?» Non, on a 23 ans, on ne pense pas qu'on aura 50 ans. Et c'est comme ça qu'il faut le vivre. Après, les choses, elles arrivent. Il faut s'engager, évidemment. Mais surtout, voilà, j'ai pas de. Surtout, faut pas penser qu'à ça. C'est-à-dire que ceux qui rentrent tout petits en pensant qu'à ça, je pense que c'est pas la bonne façon de réaliser ses rêves. Et justement, alors si on revient sur le concret, quel est le rôle du ComCyber EMI? Et vous parlez de gestion d'hommes et de femmes. Combien de personnes travaillent avec vous au quotidien et quelles sont les répartitions peut-être sur les différents piliers? Alors aujourd'hui, c'est une équipe finalement qui est le ComCyber EMI, qui est un commandement jeune, puisqu'il est le décret de novembre 2023. Il est un service, comme son l'indique, ministériel, c'est-à-dire que constitué de gendarmes, de personnel civil, de policiers, de magistrats. J'ai 2 adjoints, un magistrat et un commissaire de division de police. Nous sommes à peu près 60-70 personnes. Okay. Voilà. Et alors bien évidemment, avec 70 personnes, on ne fait pas tout. Donc comme je dis souvent, notre rôle consiste en déjà définir et mettre en œuvre, elle a été définie, mettre en œuvre la stratégie ministérielle sur la lutte contre la cybercriminalité, qui s'appuie évidemment sur la stratégie nationale. Voilà. Elle a été définie, maintenant il faut la mettre en œuvre concrètement avec des mesures. Il y a 84 mesures, on ne va pas les détailler là, mais enfin globalement, le but c'est de les mettre en œuvre au bénéfice, encore une fois, soit de la population en termes de prévention et des entreprises, des collectivités, soit au niveau opérationnel pour ce qui est des enquêtes. Nous faisons également la veille qu'on appelle juridique, la veille aussi un peu technologique sur ces sujets-là. Veille juridique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette délinquance-là, je le dis souvent, elle est au niveau mondial, elle n'est pas limitée à la France. C'est cybercriminalité au niveau international. Bien sûr. Je dis souvent, c'est la seule criminalité que vous pouvez exercer à 100%, en dehors, à 100% en dehors du territoire, sans jamais mettre un pied en France. Donc il est évident que la coopération internationale est indispensable, à la fois sur le point de vue juridique et sur le point opérationnel.
Nous ne menons pas d'enquête, je tiens à le dire, nous ne sommes pas un service d'enquête. Les enquêtes sont menées par les 3 services de la police et de la gendarmerie qui sont spécialisés dans la cyber. L'OFAC pour la police nationale, vous avez l'UN Cyber pour la gendarmerie, et vous avez la brigade de lutte contre la cybercriminalité, la BL2C, pour la préfecture de police. Donc vous travaillez avec ces 3 institutions? Alors, on travaille avec eux sur tous nos périmètres à nous, mais pas sur les enquêtes. Les enquêtes, elles sont de toute façon sous l'autorité du parquet, évidemment, donc de la section J3 qui est spécialisée dans la cybercriminalité. Mais nous travaillons avec eux, oui, sur la coordination, sur le réglementaire, parce qu'il faut une connexion entre les besoins des enquêteurs et les règlements. La formation, un pilier important pour nous. Nous avons un centre qui est un centre d'excellence reconnu au niveau même international à Lille, de formation de nos enquêteurs cyber. En particulier, mais pas que, sur les enquêtes qu'on appelle sous pseudonyme, parce qu'évidemment, il faut pouvoir infiltrer certains réseaux sur Internet, voilà, de plus en plus, et c'est de plus en plus difficile, parce qu'évidemment, le délinquant fait attention, surtout ce type de délinquance, et aussi le blanchiment des cryptoactifs, par exemple, puisqu'évidemment, il y a une déclinaison sur le numérique de la valeur qu'avant était plutôt papier. Donc, et l'autre pilier, c'est aussi le renseignement, la veille et la gestion de crise. Donc nous veillons l'Internet de manière générale, que ce soit Internet public ou le dark web, pour faire des notes, analyser les phénomènes criminels, analyser les groupes, identifier parfois des personnes, pour ensuite que le parquet puisse confier ses enquêtes aux services compétents dans le sujet. Peut-être deux questions qui me viennent. Déjà, depuis 2023, quelle évolution ? J'imagine que forcément c'est croissant, mais on a l'impression que c'est exponentiel. Et l'autre sujet, on en parle de plus en plus, les élections présidentielles arrivent, ça a été annoncé pour mi-avril, puis début mai. Tout le monde, en tout cas dans l'écosystème cyber, dit que voilà, ça serait bien que les candidats se positionnent, en tout cas sur le numérique, sur la cyber ou l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez aussi, est-ce que vous êtes plus consulté à ce sujet? Est-ce qu'il y a une meilleure prise de conscience? Parce que j'en ai échangé encore récemment sur l'Assemblée nationale, voilà, on les compte sur les doigts d'une main, les politiques qui portent ces directions, mais c'est quoi un peu votre ressenti par rapport à ça? Alors, vous l'avez dit, il y a quand même, ils sont peut-être pas très nombreux, mais il y a quand même de plus en plus de députés, de sénateurs sensibles à ces questions-là, et parfois depuis longtemps. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui depuis longtemps portent ces sujets-là. Sans doute, ils étaient peut-être pas assez nombreux, mais l'environnement aussi, notre environnement du quotidien, il est 100% numérique. Donc, oui, l'écoute est liée. Après, la difficulté, c'est que dans le numérique, pour avoir fait quelques années dedans, il ne suffit pas de déclarer quelque chose pour le changer assez rapidement. Donc, c'est-à-dire que des systèmes... pour les protéger, ça nécessite un certain nombre de choix, un certain nombre d'investissements aussi, et que ça n'est pas si simple que ça. C'est des sujets aussi parfois organisationnels et RH, parce que la technologie seule ne fait pas tout. Protéger un système, c'est aussi comment on donne des droits d'accès à tel ou tel système. Donc il y a des mesures organisationnelles, des mesures RH, pas que techniques. Après, donc on est écouté. Franchement, là-dessus, il n'y a pas de... évidemment, alors on n'agit pas seul, il y a tous les services. C'est l'ANSSI qui fixe au niveau du Premier ministre les règles de la sécurité des systèmes d'information, plus tout plein de services. Vous avez parlé des élections, donc c'est Viginum qui a été créé. Donc on voit bien que depuis plusieurs années maintenant, on prend en compte cette dimension cyber pour les élections, qui a 2 volets pour moi. Il y a le cyber classique, je dirais l'attaque. Donc éviter qu'il y ait une attaque qui vienne perturber le bon déroulement des élections, qui est toujours un risque, donc c'est quelque chose de très important. Les moyens sont mis et jusqu'à présent, on peut dire que ça a été efficace, parce qu'évidemment, on parle toujours des problèmes, mais il n'y en a pas eu. Donc c'est aussi à mettre au crédit de ceux qui bossent, qui travaillent là-dessus. Et puis vous avez le risque plutôt récent d'ingérence. Et ça, celui-là... Qui est croissant depuis, au final... depuis quelques années. Quelques années, mais qui s'est amplifié... Oui, on l'a vu dans certains pays où les élections ont pu être déstabilisées par de l'ingérence. Ça, c'est plus difficile. Vous pensez au cas de la Roumanie, peut-être Par exemple, voilà. Donc ça, il faut y être très vigilant, évidemment, parce que ça peut arriver à n'importe qui, finalement, si j'ose dire. Donc on se doit d'avoir une vigilance, et pour ça, l'État met en place... le maximum, évidemment, de choses pour avoir des services spécialisés, un suivi, une veille, la DGSI, par exemple, dans son domaine de compétences aussi. Donc, et nous contribuons avec les autres. Par exemple, quand il y a eu les élections municipales, nous avons fait un webinaire avec Viginum pour sensibiliser
les élus à cette problématique. Et justement, donc on parlait de ces 3 piliers. J'ai plein d'idées qui me passent, mais je pense que je vais commencer par la formation. La formation, elle est dédiée au corps national, donc gendarmerie, police, etc. Ou une entreprise peut faire appel à vous pour une formation, un particulier. Comment ça se passe? Parce que c'est vrai que connaissons un peu, généralement, voilà, je prends un exemple, une entreprise, un ransomware, elle va appeler l'ANSSI de prime abord pour l'aider à gérer lorsque c'est une OIV ou en tout cas une entreprise d'intérêt. À quel moment la formation intervient de votre côté Alors, les formations, nous, elles sont vraiment dédiées aux forces de sécurité, mais plus largement aux enquêteurs en premier lieu. L'immense majorité sont des policiers et des gendarmes. Nous accueillons également des magistrats. Okay. Nous accueillons également des collègues des douanes, de l'URSSAF. C'est plus marginal, mais lorsqu'il y en a besoin, nous avons accueilli donc des collègues d'autres ministères qui ont besoin de travailler un peu sur ces sujets. Et nous avons aussi des formations à l'international. C'est-à-dire que nous avons par exemple 2 stages par an en langue anglaise, au profit principalement de policiers, alors je dis gendarmes parce qu'il y a quelques autres pays européens qui ont aussi des gendarmes comme nous, mais principalement de l'Union européenne, mais pas que. Nous avons aussi eu parfois des gens qui venaient du Canada, des États-Unis, d'Australie, qui sont venus pour être formés avec des formations en langue anglaise dédiées, donc on en fait 2 par an. Et là, nous travaillons en ce moment pour étendre cette offre parce que nous sommes les seuls à délivrer certaines formations, quand je dis les seuls en Europe, parce qu'aux États-Unis, il y a quand même, sur certains domaines, pourquoi pas faire aussi un stage pour la francophonie, c'est en langue française, mais pour des collègues étrangers, en langue française pour le coup. Mais typiquement, c'est quel type de formation? Ce sont des enquêteurs aussi. Alors, il y a 2 types. Soit ce sont des enquêteurs, comme les nôtres, ou soit ce sont des formateurs qui, eux-mêmes, derrière, vont organiser au sein de leur pays les mêmes types de formations. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y a 2 options. Soit ça nous arrive aussi, d'envoyer des formateurs à l'étranger, à la demande. Mais bien évidemment, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas toutes les structures parfois. Donc, on aime bien aussi accueillir chez nous, dans notre centre, des collègues étrangers qui eux-mêmes vont ensuite prendre les supports pédagogiques, les adapter pour pouvoir ensuite délivrer ces formations dans leur pays. Donc, c'est des exemples de formations pour, par exemple, remonter une trace ou... Oui, j'ai dit tout à l'heure, il y a l'extraction aussi de supports numériques, comme vous l'avez dit, dans les enquêtes... que vous imaginez bien sur la pédocriminalité, mais c'est aussi, je l'ai dit tout à l'heure, les enquêtes sous pseudonyme, vous avez tout ce qui est blanchiment aussi suivi des cryptoactifs, qui est un véritable sujet. Donc c'est extraction de support, du début jusque tout ce qu'on peut faire avec un support numérique. Pareil, je vais prendre un peu le contre-pied de la chose, mais volontairement, je prends un cas extrême, la Chine, où il y a des caméras tous les 10 mètres pour justement la reconnaissance faciale. Il y a cette idée, vraie ou pas, de notation sociale de la personne, si elle se comporte bien, etc. Parfois, on peut se poser la question, mais pourquoi, si je prends le cas de la pédocriminalité, il y a des webcams, donc en général, c'est une interface dans un premier temps dans ce sens. Pourquoi il n'y a pas cette reconnaissance, par exemple, qui peut être mise en place alors, comment filtrer, vous allez me dire, mais pour détecter ces personnes, ou en tout cas ces personnes qui sont déjà reconnues, vu qu'il y a des fichiers, etc. On peut imaginer pareil pour les tueurs en série, les violeurs, ou parler d'augmentation de crimes. Moi, je suis père de famille, je me dis, mais pourquoi ces personnes-là, alors il y a le bracelet électronique, mais pourquoi on les trace pas aussi numériquement pour anticiper l'acte et éviter, comme on peut le faire avec des terroristes, par exemple Alors ça, c'est un sujet qui me dépasse, mais évidemment, c'est un sujet qui s'adresse à nos dirigeants, ceux qui font les lois, c'est pas mon travail. Après, il y a des choses qui sont possibles. Après, je pense sincèrement que pour convaincre, parce qu'il faut convaincre sur ces sujets-là. C'est-à-dire que ça nécessite un vote politique. Oui, je dirais qu'au-delà de cela, bien sûr, de toute façon, ce sont des lois qui doivent être votées à l'Assemblée, des textes, mais au-delà de cela, je pense qu'il y a aussi quand même nos dirigeants, ils représentent le peuple, ils sont élus par le peuple, donc il faut quand même que le peuple considère que c'est quelque chose qui va être un avantage plutôt qu'une contrainte, donc les libertés individuelles, quand même quelque chose d'important. Donc je pense qu'il faut convaincre de l'utilité de quelque chose, et très sincèrement, je vous le dis, je ne suis pas persuadé que l'exemple chinois nous permette de convaincre la population française. C'est pour ça que moi, je suis plutôt attaché à regarder, par exemple, titre personnel, professionnel, ce qui se passe dans des pays comparables à nous, en Union européenne. Donc si un pays d'Union européenne, je le dis parfois, arrive à faire quelque chose avec les mêmes règles de vie en société, telles qu'on a envie d'être libre quand même, évidemment. Donc, plus intéressant pour moi de regarder ce qui peut se passer dans d'autres pays européens voisins,
Bah tiens, ils arrivent à faire ça, pourquoi nous on n'y arrive pas? Qu'est-ce qu'ils ont mis en œuvre? Qu'est-ce qu'ils ont accepté? Comment ils ont convaincu? Ça m'intéresse davantage d'observer cela, donc la Belgique par exemple, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, des pays, l'Angleterre, voilà, alors, l'Angleterre n'est plus au sein de l'Union européenne, mais enfin c'est quand même un pays qui se rapproche de nous. Évidemment, voilà, je pense que c'est plus intéressant à la fois pour convaincre, mais aussi pour se dire comment ils ont réussi à faire. Parce que je ne suis pas persuadé qu'il y a d'autres pays qui ont d'autres contraintes, qui ont une autre façon de voir la chose. Je ne suis pas persuadé que ça nous permette de convaincre les Français. En tout cas, voilà, il y a des tas de cas d'usage où la technologie peut nous aider, sans aller jusqu'à savoir si vous avez bien... Enfin, j'ai cru lire que, par exemple, quand vous passez même votre ticket de métro, enfin même pas votre ticket, votre passe, en fait, suivant la tête que vous faites à l'entrée du pass, on peut savoir si vous êtes quelqu'un de socialement, vous avez le sourire aujourd'hui, enfin vous êtes bien, ou si vous êtes quelqu'un de plutôt qui n'est pas dans le sens qu'il faut. Ça m'arrête pas être des choses... la Chine est un cas extrême, mais l'idée c'était surtout de se servir de cet aspect pour la... Mais très clair. Et pour le coup, si je reviens à la question de l'évolution, c'est quoi depuis 2023 l'évolution de la cybercriminalité, si je vais me cantonner par exemple à ce sujet qui peut concerner pas mal d'entreprises? Est-ce que c'est croissant? Est-ce que les entreprises communiquent plus qu'avant? Ou bien ça reste toujours quelque chose qu'on essaie de mettre un peu sous le tapis pour pas s'exposer? Alors, tout à l'heure, d'ailleurs, je n'ai pas répondu à vos questions sur les formations, enfin la prévention. En fait, vis-à-vis des entreprises et des particuliers, il y a deux choses différentes. Tout à l'heure, on parlait des formations, mais tout ce qui est rançon, vous avez dit, ça fait la transition quand quelqu'un est victime de rançongiciel, par exemple. Là, évidemment, c'est une enquête judiciaire. Alors, il y a deux choses. Il y a les déclarations que l'on doit faire si on est victime d'une fuite de données, puisque là, on doit déclarer aussi à la CNIL, à la CNIL, l'ANSSI que vous avez cité tout à l'heure sur un certain nombre d'infractions. Mais après, évidemment, on va déposer plainte. Ça, c'est ce qu'on demande. Parce que s'il n'y a pas de plainte, nous, déjà, on n'en est pas informé et on ne peut pas essayer d'identifier les auteurs. Et ensuite, il y a une enquête qui sera menée par les services que j'ai évoqués. En prévention aussi, nous avons un réseau au niveau territorial, parce que la force de ce ministère, c'est son implantation géographique. Il y a des unités de police et de gendarmerie partout en France. La gendarmerie, vous l'avez dit tout à l'heure, couvre 95% du territoire. La police, les grandes villes. Donc vous aurez toujours, même si vous vous déplacez quelque part, la personne que vous aurez n'aura pas forcément la réponse, mais il y aura quelqu'un en proximité qu'elle sera appelée pour vous donner un conseil en prévention. Au-delà de l'enquête, là on parle de prévention en amont, et après on orientera, parce que nous, notre métier, c'est pas non plus de faire la prévention au sens recommandation et de faire un audit, mais on peut quand même donner des conseils, bien évidemment, et après orienter vers des entreprises spécialisées dans le domaine. Donc pour répondre à votre question sur l'évolution, bien sûr que ça augmente. Après, c'est comme dans beaucoup de phénomènes de délinquance, vous avez deux choses. Le fait qu'on révèle une délinquance, donc les gens viennent déposer plus plainte, donc l'équilibre entre une délinquance qui augmente et le fait que les gens le signalent plus qu'avant, c'est toujours quelque chose de difficile à trouver. Ce qui est certain, c'est que c'est en forte augmentation. Dans notre rapport annuel sur la cybercriminalité, nous avons évoqué un 87% de hausse en 5 ans. Donc c'est quelque chose qui augmente très très fort. Et les rançongiciels, vous l'évoquiez, c'est vrai que moi je suis toujours surpris, c'est stable. Alors que je me dis, c'est quand même surprenant que ce soit stable. Peut-être que pour des raisons réputationnelles, par exemple, certaines entreprises ou certaines collectivités ne déposent pas toujours plainte. Nous, on les engage à le faire, évidemment. Donc c'est sûr, c'est en augmentation. Les fraudes également, on pourra peut-être y revenir. Les fraudes sont les escroqueries, vous savez. Les fraudes comme... alors on appelle souvent les escroqueries au président. Ça, c'est celles qui visent les entreprises ou les collectivités. Ou les fraudes à la Brad Pitt, vous savez, c'est les fraudes à l'amour. Voilà. Mais c'est terrible parce que au-delà, si vous voulez, du préjudice financier, il y a un préjudice moral et psychologique qui est terrible. Vous avez des gens qui ont honte de cette fait avoir, si vous me permettez l'expression, et qui du coup, ça peut faire de grosses séquelles, voire pire, même y compris des personnes âgées qui, vis-à-vis de la famille, vous avez des économies de plusieurs dizaines de milliers d'euros dans une assurance vie ou autre, et vous vous faites escroquer, et derrière, ça peut produire même jusqu'à des tentatives de suicide, choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui, au-delà du côté préjudice financier, est quelque chose qu'il faut veiller. Après, l'augmentation récente, je dis souvent, l'intelligence artificielle, ça ne génère pas de délinquance, ça n'en crée pas qui n'existait pas avant, mais ça permet de la massifier, ça permet de l'améliorer, et ça permet de le mettre à disposition de n'importe qui. Et le dark web, si vous associez à ça, vous pouvez louer aujourd'hui sur le dark web des logiciels malveillants
pouvez louer, vous Oui, pouvez maintenant, avec c'est un prompt, presque un SaaS. Hein, voilà, un prompt IA, vous allez poser une question en français, ça va vous générer du code, alors de plus ou moins de bonne qualité, mais enfin, vous allez pouvoir faire peut-être une attaque avec ça. Donc ça, c'est quelque chose qui évidemment va il y a aussi la amplifier. traduction maintenant quasi Instantané, instantanée. voilà, pour les fraudes, vous avez raison. Les fraudes, c'est l'Asie qui était beaucoup touchée par ça C'est ce que depuis j'allais une vous dire, quinzaine c'est aux d'années. États-Unis avec le scandale nord-coréen. Voilà, Les personnes l'Asie. qui se faisaient recruter avec du deepfake et. Ouais. Mais sur les escroqueries, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle les fermes à scam. Donc vous avez des gens qui sont d'ailleurs eux-mêmes des gens exploités. Souvent, c'est la traite des êtres humains, c'est de l'esclavagisme moderne, si j'ose dire. Des gens qui sont parqués dans des tours, dans des garages, et qui en fait vont escroquer des gens. Avant qu'on puisse traduire, ils ne pouvaient escroquer que des gens dont ils parlaient la langue. Donc ça limitait l'exposition occidentale. Et maintenant, c'est vrai qu'on peut traduire instantanément. Donc vous apercevez que ça explose en Occident. Et vous avez, je dis souvent, des victimes au debout de la chaîne. C'est-à-dire des victimes qui sont exploitées par des groupes criminels d'un côté et des victimes à l'autre bout qui se font arnaquer des milliers d'euros. Justement, par rapport à ça, alors je vois bien l'aspect prévention, formation pour éviter que ça se produise ou en tout cas limiter. Mais comment ça se traduit dans l'action? C'est-à-dire que je connais Interpol, Europol, mais j'ai pas la sensation, au final, on parlait tout à l'heure de la Chine ou de la Corée du Nord ou même la Russie ou d'autres pays. Ça me semble compliqué quand même d'aller arrêter ces personnes ou comment on... Alors, nous transmettons des informations dès lors que... Alors, la coopération européenne internationale marche très bien sur l'aspect enquête de manière générale. Il y a vraiment une forte collaboration. Par exemple, sur la pédocriminalité, je connais aucun pays qui n'est pas concerné par ça. Après, la collaboration elle est plus ou moins facile avec certains pays que vous avez cités, mais on observe quand même que lorsqu'on transmet des informations, parfois vous n'avez pas toujours un retour, mais les enquêtes sont souvent menées et des arrestations sont faites. Les groupes criminels, vous savez, il n'y a pas beaucoup de pays qui vont se satisfaire que des groupes criminels prospèrent, et parce que au sein même de leur pays, ça peut avoir des effets très négatifs. Donc, bien évidemment, c'est plus ou moins facile en fonction de la conjoncture internationale. Mais sur les enquêtes judiciaires, il existe une véritable coopération. Avec certains pays, c'est plus compliqué, mais avec une majorité, dans le but de comprendre les phénomènes et d'agir ensemble pour trouver des solutions, qu'elles soient juridiques, opérationnelles ou technologiques. Parce que oui, on a dit que vous alliez parfois donc envoyer des collaborateurs ou collaboratrices à vous pour former à l'étranger, mais j'imagine peut-être aussi réciproquement. Bien sûr. Peut-être que y a d'autres pays avec lesquels il y a ce genre d'échange. Bien sûr, oui, bien sûr. Alors, on a développé cela en Europe pour certains anciens pays qu'on appelait du bloc soviétique, par exemple, notamment la Slovénie, le Kosovo et autres. Et nous le faisons aussi en Afrique, évidemment. Nous avons c'est ce qu'on appelle les écoles nationales à vocation régionale, les ENVR. Donc, ce sont des écoles qui sont appelées dans un pays, mais qui rayonnent sur une région, on va dire un secteur. Donc, nous avons en Afrique, au Sénégal. Et puis, bien sûr, nous recevons également, à chaque fois qu'un collègue arrive formateur dans son pays, il y a un échange qui est très riche et on se nourrit également les uns des autres. Et aussi avec nos camarades des forces armées, dans la semaine prochaine, je vais me rendre à Rennes pour aller rencontrer nos camarades du ComCyber pour voir comment ils forment leur personnel pour aussi pouvoir échanger et améliorer nos formations ou nos échanges pour progresser ensemble, parce que c'est une matière qui évolue tellement vite qu'on a besoin d'échanger tous ensemble. La différence entre ComCyber et ComCyberEmi, je crois que c'est ComCyber, c'est l'armée, c'est ça, et ComCyberEmi, sur le ministère des Armées, oui, et eux, ministère de l'Intérieur. Voilà, exactement, et on n'est pas du tout sur les mêmes périmètres missionnels, ils sont sur tout ce qui est ingérence étrangère, et puis la guerre électronique, si j'ose dire, évidemment, donc ils ont un périmètre beaucoup plus large que le nôtre dans ce domaine-là. Nous sommes sur la cybercriminalité. Voilà. Et justement, sur la cybercriminalité, est-ce que vous avez, alors sans donner de nom ou mais un exemple ou deux vécu récemment ou ce qui est apparu récemment, de manière massive, sont les fuites de données. Et les fuites de données, je le dis souvent, c'est quelque chose qui durablement est un danger ou un problème pour les personnes, parce qu'elles vont rester sur Internet. C'est pas comme un cambriolage qui est fait chez vous. Bon, on vous dérobe des objets. Il y a une valeur sentimentale, une valeur pécuniaire, donc ça va être un traumatisme. Mais je dirais, vous allez mettre des mesures en place. Bon, petit à petit, la vie va reprendre son cours. Là, pour le coup, vos données, si elles ont été... elles ont fait l'objet d'une fuite, d'une extraction de données,
même si c'est pas les vôtres, hein, ça peut être parfois un tiers, une banque, un fournisseur d'accès Internet, que sais-je, ça risque de rester et de vous impacter durablement, en fait. Ça, mélangé à d'autres informations, peut permettre de mieux cibler des individus. On l'a vu dans le monde des cryptoactifs, mais ça peut être vrai dans d'autres domaines, hein, où la criminalité classique, le grand banditisme, bien, avec des informations, peut mieux cibler des... Parce que ça leur permet en fait de regrouper plus d'informations vous concernant et donc de Voilà. mieux vous appalguer. Et surtout de connaître, de mieux en connaître sur vous. Voilà, un certain nombre d'informations personnelles sur vous, votre environnement, votre famille, et du coup de parfois mieux cibler. Alors, il ne faut pas tomber dans la psychose absolue, bien évidemment, mais c'est un sujet qu'on a vu apparaître, qu'on voit apparaître et qui se développe lié aux fuites de données, en fait, qui permettent de rassembler des informations sur un entrepreneur, sur un particulier, sur quelqu'un que j'ai envie de cibler, ou qui me permet de cibler davantage des publics, si j'ose dire, à valeur ajoutée. Voilà. Et c'est quoi justement la bonne pratique? Parce que pour le coup, c'est pas de notre ressort, cette fuite, souvent. Comment on fait pour se anticiper, se prémunir, voir un peu le loup avant qu'il arrive trop... Alors, je dirais toujours pareil pour pas tomber dans une psychose, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez vécu une période d'attentat terrible il y a une dizaine d'années sur le sol national. Pour autant, ça fait plaisir de voir que des gens vont toujours dans des cafés, dans des restaurants, dans les terrasses, etc., au cinéma, dans les concerts. Donc je pense qu'il faut quand même vivre avec, mais vivre aussi normalement, mais être prudent. La vie numérique, les gens ils vont pas s'arrêter d'aller mettre des photos s'ils ont envie de les mettre. Faut juste être prudent. Je pense qu'avec les enfants, faut quand même faire attention, que ce soit dans ce qu'on expose ou dans les usages qu'ils font sur Internet. Mais je pense qu'il ne faut pas tomber non plus dans une forme de psychose. Donc nous faisons beaucoup de prévention. Nous donnons aussi des conseils. D'ailleurs, le GIGN, le RAID ou la BRI donnent même des conseils parfois de comportement, vous savez, de choses à faire pour les élus, mais aussi pour certaines personnes ciblées, pour leur donner le maximum de conseils dans le quotidien. Parce que oui, c'est dans le cadre du Cyber Show Paris, sans trahir, mais ça avait fait l'unanimité du comité scientifique. On a eu le plaisir de vous remettre un prix, parce que vous avez monté une solution, peut-être vous allez en dire un peu plus sur Fortnite, qui est un jeu massivement utilisé. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer Ouais, c'est l'initiative d'un de nos militaires qui travaille à la prévention, qui a eu cette idée que je trouve géniale, qui est de dire, quand on veut toucher un public, parce que la cybersécurité, c'est quand même un métier une aride, si j'ose dire. Bon, on n'y vient pas naturellement, donc comment intéresser un public? Et au travers du gaming, il s'est dit, je veux viser les jeunes, la jeunesse, et c'est un passionné de jeu aussi, évidemment. Et il s'est dit, Fortnite, c'est le jeu le plus utilisé par la tranche de population adolescents, entre 13 et 17, 18 ans. C'est le jeu qui est le plus utilisé. Il s'est dit, c'est le vecteur idéal pour faire passer des messages. Après, c'est l'envie, l'engagement, comme j'ai dit tout à l'heure, l'engagement, la passion, et il a développé une carte Fortnite en lien avec les concepteurs des jeux. D'ailleurs, on parlait encore hier il veut faire une V2 de tout cela, il veut continuer pour amplifier le phénomène. Et en fait, il a développé une map, comme on dit dans Fortnite. Alors, il n'y a pas de combat, parce que pour ceux qui connaissent, Fortnite, c'est un jeu où là, c'est pas le côté combat, si j'ose dire, avec les autres, c'est le côté carte d'aventure, où on va... donner un parcours à un jeune, il va gagner ce qu'on appelle des points d'expérience, donc il va avoir un intérêt à y aller, et derrière on va lui faire passer tous les messages de prévention. Et ce qu'on aimerait faire à la Paris Games Week, on en a parlé hier, sans trahir de secret, c'est ça a déjà été fait l'an dernier, mais là d'amplifier en mettant plus de PS5, parce que c'est sur une PS5, pour que les parents aussi puissent faire le parcours avec leurs enfants, pour comprendre à la fois le risque, mais aussi tout ce qui est mis à disposition des jeunes et de leur famille pour signaler, prévenir ou avoir aussi un lieu d'écoute. Parce qu'un jeune qui est victime de harcèlement en ligne, par exemple, il faut qu'il puisse en parler. Il faut qu'il puisse en parler, parce que s'il n'arrive pas à en parler, bien, malheureusement, parfois, ce sont des drames et on en a trop. Donc, il faut aussi qu'il puisse en parler. Parfois, à sa famille, c'est difficile. À ses amis, c'est difficile parce qu'on a honte. Voilà. Et donc, peut-être un tiers. Donc, il y a tout ce parcours qui explique, en fonction de ce dont vous êtes victime,
tout ce qui est mis en place pour que vous puissiez aller vers un service adapté ou vous protéger dès lors que vous êtes victime de quelque chose. Par exemple, les chats sur les jeux sont des portes dérobées pour les cybercriminels. Le chat, ça paraît sympa, puisque vous vous dites, tiens, je rentre en contact avec des jeunes, je discute. Ben oui, mais malheureusement, heureusement, c'est très très minoritaire, mais il peut arriver qu'un pédocriminel se cache derrière un pseudo d'enfant au travers d'un jeu pour entrer en contact avec l'enfant. Donc il faut que les parents, c'est pour ça qu'il faut qu'on veille aussi les parents. J'ai été père, bon, moi mes miens ils sont grands, mais un enfant qui est dans sa chambre, il est tranquille, mais il est peut-être pas vraiment chez vous. Dans le sens, il y est, vous vous êtes rassuré, mais en réalité, ça c'était vrai quand j'étais moi enfant, quand j'étais dans ma chambre, j'étais dans ma chambre, je ne pouvais pas être ailleurs, je ne pouvais pas être dehors, mais il peut être à l'extérieur en fait. Et donc il faut être prudent, il faut qu'il y ait de l'écoute, il faut qu'il y ait de la discussion, il faut que les parents puissent aller librement dans une chambre, rentrer sans frapper, entre guillemets si j'ose dire, et voir ce que votre enfant fait, parce que malheureusement il peut être victime d'un pédocriminel qui l'aura appâté assez facilement. Ça, on mettra le lien peut-être dans la description du podcast, ou en tout cas les explications, comment retrouver cette map. En effet, on revient à la formation, à la sensibilisation, qui est un sujet d'ampleur. Et justement, j'ai vu aussi une interview de vous, c'est un sujet que je voulais aborder. Vous travaillez, je crois, beaucoup en open source pour des questions aussi d'outillage et de souveraineté ou d'interdépendance. Oui. C'est un sujet, je trouve intéressant parce que j'en parlais récemment avec un autre invité où l'open source, il me disait que c'était une anomalie, une incohérence business de son existence. Comment vous faites? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et son fonctionnement? Je ne sais pas, anomalie par quel sens il dit. Est-ce que c'est positif ou négatif Non, il disait dans le sens où, d'un point de vue business, c'est pas rentable, ça ne devrait pas exister. Enfin, les éditeurs devraient... alors, sans trahir peut-être ses propos... Oui. Alors, dans ma carrière professionnelle, dans ma formation, quand j'étais jeune officier, avant d'intégrer le numérique, on a la chance de nous faire une formation pour nous mettre up-to-date, si vous me permettez le anglicisme, donc être à jour des dernières technos. Donc moi, pour ma part, j'ai fait l'ENSTA, donc l'École nationale supérieure de techniques avancées. Et à l'ENSTA, si vous voulez, à l'époque, nous avions Linux. Okay. À l'ENSTA. Il n'y avait pas de... Alors les seuls qui avaient un système d'exploitation Windows et le pack Office, c'était le BDE, parce que pour travailler et aller chercher de l'argent auprès des entreprises, il fallait pouvoir communiquer dans l'environnement Microsoft. Bon. Alors, c'est pas une fin en soi, comme je dis souvent, faut pas prendre ça comme étant un totem. En revanche, pourquoi en gendarmerie, dans le début des années 2000, pourquoi cette aventure du libre a été tentée? Je reviens dessus, et je le dis souvent, pour moi, il y a un triptyque, compétences. Il faut qu'au sein de votre DSI, quand il y en a une, évidemment, donc on parle d'entreprise à une certaine taille, nous on n'est pas une entreprise, mais si je fais le parallèle, une administration avec une certaine taille, il vous faut des compétences internes. Des compétences, ça veut dire des compétences qui sont à vous, que vous gérez, je reviens sur le fait que vous puissiez les utiliser quand vous en avez besoin, et entretenues dans la durée. Il vous faut des compétences fortes. Parce que pour faire ce choix-là, il faut que ce soit un choix éclairé et pas subi. Alors pourquoi on l'a fait à l'époque? On l'a fait pas pour des questions financières, ça c'est une conséquence, ça n'est pas une cause. Bien sûr, ça nous coûte moins cher quand on renouvelle un ordinateur, parce qu'il n'y a pas de système d'exploitation imposé et vous n'avez pas le pack Office. Donc ça vous fait quand même une économie d'environ 40-45% sur un poste, ce qui n'est pas négligeable. Mais ce n'était pas la raison. La raison, c'était de se dire, on veut être souverain, bon, le mot, oui, mais surtout, on veut maîtriser les postes de travail que l'on déploie. Donc par exemple, au sein de notre institution, vous avez une seule version du poste de travail pour tout le monde la même. C'est-à-dire que quand il y a des mises à jour, en fait, vous pouvez ne pas la mettre immédiatement si vous avez une tâche à terminer, mais au bout d'un certain temps, on va vous expliquer que vous ne pouvez plus lancer le navigateur parce qu'il n'est pas à jour. Vous devez absolument éteindre votre ordinateur, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus accéder au système si vous ne le mettez pas à jour. C'est qu'encore aujourd'hui, vous êtes en open source au sein de la gendarmerie. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit depuis 22 ans. Depuis 22 ans. Okay. 22 ans. Donc ça a été un vrai choix stratégique et assumé parce que... Bien sûr. Et tous nos postes... alors on a une distribution qu'on appelle Jean Ubuntu, donc qui est une distribution, mais nous avons depuis plus de 20 ans des gendarmes qui sont, de manière bénévole et volontaire, au sein de la communauté web de Linux, et qui participent. Alors c'est l'aventure de quelques-uns au départ, et je tiens à rendre hommage à ceux qui... Parce on a vraiment la chance d'avoir des pépites, notamment un camarade qui est maintenant, qui n'est plus au sein de l'institution, Xavier Guimard, que je veux saluer, qui a été un des pionniers sur ce sujet. Donc il fallait des compétences. Il fallait aussi un DSI, je le dis, notre DSI qui nous a inspirés, qui fait confiance à ces jeunes et qui en même temps porte ce sujet.
Et ensuite, il vous faut aussi un grand chef, le directeur général de l'époque, qui fait confiance finalement à son DSI, à ses équipes, alors elles vont lui proposer quelque chose qui est à 180 degrés de ce que font tous les autres. C'est ce que j'allais vous dire, surtout à l'époque où c'était Bah, peut-être plus confortable de prendre l'existant et se reposer sur un éditeur. oui, c'est pour ça que je pense qu'il y a ce triptyque. Il faut les compétences, il faut un DSI visionnaire et qui porte cette transformation, et il faut un directeur, un décideur, une ultime, qui se dit bon, je vais faire confiance à des. Même si, si je pose les questions à tous mes homologues ailleurs, ils vont m'expliquer que c'est pas une bonne idée. Donc voilà. Alors après, ça s'entretient. Mais c'est pas la seule, je tiens à le dire, nous l'avons fait pour certains domaines, mais la souveraineté ne se traduit pas que par des solutions open source. Oui. Pour moi, la souveraineté, c'est d'avoir des solutions. Déjà, sauf quand vous êtes en obligé, un data center que vous maîtrisez aussi, parce que l'hébergement des données, c'est quand même Pour fondamental. couper à distance, on l'a vu encore. Voilà. Alors, il y a d'autres façons de faire, mais en tous les cas, nous, on a toujours eu un data center aussi avec de grandes compétences pour héberger nos data avec compétences. C'est-à-dire que c'est que des gendarmes qui exploitent notre système qui est à Rosny-sous-Bois, notre data center, pardon, qui est à Rosny-sous-Bois. Mais c'est aussi parfois des choix de solutions éditeurs. Nous avons des systèmes d'information où ce sont des éditeurs. En revanche, nous en assurons le maintien en conditions opérationnelles. C'est-à-dire les évolutions, on les fait nous-mêmes. On ne fait pas appel à des tiers. Parfois, c'est vrai, mais on achète des solutions éditeurs, mais on les maintient nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire appel à un tiers. C'est-à-dire qu'en interne, vous avez des équipes dédiées. Oui. Donc au final, vous devez avoir une tonne de projets de développement. Oui, les applications, il y en a beaucoup. Alors il faut rationaliser aussi, ça c'est un des sujets, c'est-à-dire qu'il faut lutter contre, vous savez, l'effet silo, c'est-à-dire on développe des applications, je le dis souvent, qui font la même chose et qui sont des technologies différentes. Pardon. Alors notre métier, c'est pas toujours facile, c'est d'expliquer à nos camarades purement métier. Enfin, je l'ai été. Ça serait bien que vous vous mettiez d'accord pour qu'on ait un socle technique unique avec des choses qui font quasiment des besoins à 90% près. C'est pas toujours simple, mais en tous les cas, c'est une trajectoire qu'il faut prendre pour réduire le volume applicatif, parce que si on le réduit, l'obsolescence technologique, elle est un peu plus simple à gérer, parce que vous avez moins de piles logicielles, même si il y a plein d'applications, mais c'est la même structure logicielle. La SSI est peut-être plus facile, lutter contre les cyberattaques. Bref, mais je dirais que chez nous, ça a été comme nos camarades des autres forces armées, le fait de disposer de recrutement, encore une fois, diversifié, je l'ai dit, mais également scientifique, permet d'arriver à cela, parce que vous avez les compétences internes qu'il faut recruter, qu'il faut former dans la durée et conserver. Justement, je reviens sur le recrutement, sur la ComCyberMI. Il y a beaucoup de postes ouverts chaque année. C'est en interne? C'est des concours qu'on doit passer avec une certaine expérience déjà Nous avons plusieurs types de personnel. Nous avons soit des fonctionnaires au sens large, ou soit des contractuels, des personnels sous contrat, donc des civils. Nous avons donc nos gendarmes, quelques policiers, j'en attends d'autres, donc des gens du métier, on va dire ça comme ça, mais qui ont aussi des compétences fortes. Par exemple, on a un docteur en droit de la preuve numérique, qui va nous quitter, on faisait son pot hier d'ailleurs, et nous avons des contractuels qu'on va chercher sur un certain type de compétences, et nous avons le centre de formation à Lille, constitué, là pour le coup, exclusivement de gendarmes, qui sont des anciens enquêteurs qu'on appelait NTEC, NTEC, qui eux étaient spécialisés dans les enquêtes numériques, souvent en pédocriminalité, et qui ont décidé à un moment donné comme je disais dans mon souhait de carrière initial, de transmettre, donc d'être formateur et de transmettre aux autres. Donc, alors, dans les contractuels que l'on prend, c'est ce que je disais hier à un pot de débat, qu'on avait 2 docteurs qui partaient, l'une qui est personnel civil et l'autre notre militaire, mais qui va sur le terrain commander ce pourquoi il est rentré, puis un jour il reviendra à la direction, peut-être pas au ComCyberMI, mais peut-être ailleurs. Je pense qu'il faut avoir aussi se dire que quand les gens partent avec le sourire, je leur ai dit hier, et pour un poste qui est gratifiant, tant mieux, ça veut dire qu'on recrute des bonnes personnes et qui vont avoir une carrière professionnelle haute, peut-être qu'un jour ils reviendront, mais je parle des civils, les militaires, eux, ils reviendront. Mais ça nous permet ça veut dire qu'on a recruté des gens de très très bon niveau, et il faut... Alors c'est un défi, c'est un challenge permanent, évidemment, de recruter, donc ça se joue aussi beaucoup avec le lien qu'on peut avoir avec des universités, des écoles aussi, des entreprises, où c'est aussi le bouche à oreille des jeunes qui vont... être formés, parce qu'on a des gens qui donnent des cours aussi parfois en université, donc qui permettent de tisser un réseau, parce qu'on a besoin de talents juridiques aussi, technologiques et généralistes, donc c'est ce savant mélange de compétences qui fait qu'on arrive à... Et sur le recrutement en tant que tel, sur par exemple l'année en cours,
Est-ce que vous avez des objectifs de recrutement Alors, ou, nous, non. Alors, nous, au niveau du comme cyberrémi, non, nous remplaçons, on ne nous donne pas comment dirais-je, une affectation initiale. On va s'appuyer sur soit le vivier interne, donc Ok. on a nos services RH avec qui on discute pour gérer les départs, gérer du coup qui les remplace. Bon, c'est toujours un équilibre subtil, c'est pas une science exacte, hein, mais voilà. Et en revanche, la gendarmerie ou la police, bien évidemment, elle a des objectifs de recrutement, mais là beaucoup plus larges Oui. qu'uniquement le cyber, de milliers de personnes par an. On a encore, alors je connais mieux le recrutement en gendarmerie que le recrutement police nationale. Nous arrivons encore à être assez attractif ou très attractif, avec un taux de sélectivité de qualité. Mais c'est évidemment, parce que pour avoir été président de jury de concours pendant quelques années pour les officiers, il y a des personnes, il y a des jeunes qui veulent vraiment s'engager. On est toujours agréablement surpris quand on voit des jeunes qui ont vraiment envie de servir. Après, la formation initiale, elle compte, mais je pense qu'elle compte pas plus que l'engagement et l'envie de servir et la détermination que ces jeunes ils auront au cours de leur carrière. Donc on arrive à recruter. Après, dans ce domaine en particulier, parfois on prend des contractuels justement pour compléter un recrutement qui parfois est un petit peu plus difficile dans ce domaine-là. Donc on revient au final à ce que vous disiez en introduction sur ne pas forcément avoir un choix, une carrière avec une prédestination dans 30 ans ou 40 ans, mais plutôt une passion, une flamme intérieure qui anime l'évolution et le fait que c'est servir la patrie avant toute chose, quoi. Oui, servir la France, servir la population et de se dire oui que la carrière. En fait, je dis souvent si on devait faire tout ce qu'on a envie de faire, il faudrait 3 vies en fait, parce que notre institution offre tellement de possibilités qu'une carrière suffit pas. Donc il faut se dire qu'il y a des choses qu'on aurait voulu faire qu'on fera pas, d'autres choses qu'on a pu faire. Il faut vivre l'instant présent avec encore une fois engagement, passion. C'est un métier de passion, hein, une fierté viscérale de l'uniforme que l'on porte. Cette fierté-là. On la ressent dans ceux qui portent l'uniforme, quel qu'il soit d'ailleurs. Hein, ça vaut aussi pour nos collègues, je pense aux pompiers, aux policiers. C'est pas que les militaires qui portent un uniforme. Le monde hospitalier, je pense que c'est des métiers de passion, d'engagement, parfois difficiles, mais c'est la cohésion aussi qui fait que dans les moments de crise, on arrive à faire face ensemble. Voilà, et puis bien sûr qu'il faut avoir une ambition et de se dire qu'on est acteur de sa carrière, évidemment. On est acteur. Mais ne pas se soucier de cela, vivre le moment avec passion. Et ce sont les aventures humaines. Moi, ce que je retiens surtout, c'est les rencontres avec les personnes, d'avoir des nouvelles, vous savez, de 30 ans plus tard, de gens que vous avez croisés il y a 30 ans, qui vous envoient un petit message. Ça fait vraiment plaisir. Je trouve que c'est un très beau mot. Est-ce que peut-être qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé que vous voulez qu'on aborde ou ça me vient pas comme ça. Non, mais merci pour m'avoir permis. Déjà, c'est une première fois de faire, de parler en tous les cas de pourquoi aussi je suis entré. Je dirais juste que, pour revenir à la question initiale que vous m'aviez posée, hein, vous savez, on dit souvent on fait ça par vocation. Je pense que c'est pas l'essentiel. Je pense que l'essentiel, c'est de se dire que je pense qu'on ne vient jamais dans nos institutions par hasard. Et donc, c'est au cours de la carrière qu'on démontrera cette vocation. C'est-à-dire que c'est parce qu'on le va faire au quotidien qu'on va démontrer qu'on a fait ce métier-là pour des raisons particulières. Après, la vocation, elle peut venir parce que vous avez une tradition familiale, me posez la question. Ouais. Mais je pense que la majorité des jeunes que l'on recrute, ils n'ont pas forcément une vocation, une tradition familiale. Il y en a, hein, évidemment, et tant mieux. Ça veut dire que finalement, ils ont une bonne image de ce qu'ont fait leurs parents. Mais c'est une fois qu'on est à l'intérieur de l'institution, notre vocation, on va la démontrer au quotidien par l'engagement que l'on peut avoir au bénéfice de la population. Merci beaucoup, mon général. Ravi de vous avoir accueilli. On essayait de faire un podcast un peu différenciant, pas être sur ce qui existe déjà. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, c'était très agréable. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.